Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité sur cet épisode du mercredi, un épisode sur lequel je reçois une invitée et à mon grand désespoir, j'ai beaucoup d'invités avec un « et » mais peu d'invités avec un « e ». J'essaie toujours d'en avoir de plus en plus pour essayer d'avoir un certain équilibre des choses, mais c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, je reçois Camille Aitaleb. Salut Camille. Salut Julien, Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? T'es en ça va forme? très bien. Ouais, merci et toi? Ouais, ça va, je te remercie, impeccable. Je suis très content de t'avoir Camille parce que alors je suis toujours très content d'avoir tout le monde, hein. Les gens vont me dire que des fois je suis un bisounours, tu vois? Mais mais je suis très content de t'avoir parce que, j'ai l'impression que, sans trop te connaître, juste en regardant un peu comme ça, tu as fait quand même pas mal de petites choses un peu différentes dans ta vie. Tu as pris pas mal d'initiatives aussi, donc ça va m'intéresser et en plus, tu as investi dans des sacs à main et alors là, moi, je kiffe les sacs à main, tu vois? Je fais vraiment une confidence à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je kiffe les sacs à main. Évidemment, je les porte pas, mais je force ma femme à en acheter des fois, tu vois? Où je lui dis: «Mais non, mais prends ce sac à main, c'est important. Voilà, il va super bien, il est joli, regarde». Voilà, bon bref. Parenthèse, on en reparlera tout à l'heure. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, Camille? Oui, bien sûr. Donc, merci déjà à toi, Julien, pour l'invitation sur ton podcast. Je suis ravie de faire ce podcast avec toi aujourd'hui et avec ton audience. Donc, moi, je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, j'habite à Paris et je suis une ancienne consultante. J'ai travaillé pendant près de 7 ans dans des entreprises, dans des cabinets de conseil aux entreprises tels que EY, KPMG, à la Défense et à Hong Kong. Et en fait, il y a un petit peu plus de 2 ans, enfin 3 ans bientôt, j'ai pris la décision de quitter mon poste. Parce que grosse remise en question, manque de sens au travail, manque d'épanouissement, j'ai frôlé le burn-out. Bref, pour plein de raisons, j'ai décidé de quitter mon poste. Et c'est à ce moment-là que petit à petit a germé dans ma tête l'idée d'investir dans l'immobilier. Donc moi, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier fin 2019, début 2020, avec pour objectif de réussir à me générer une rente pour remplacer une partie de mon salaire et donc me laisser l'opportunité de quitter mon job pour construire un quotidien pro qui me ressemblait davantage. Et donc là, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai quitté mon job réellement. Et comme tu l'as dit, j'ai testé pas mal de petites choses à droite, à gauche pour... Je me cherchais en fait, tu vois, j'avais envie de construire une vie professionnelle qui me ressemblait davantage. Je m'étais jamais posé la question avant de savoir ce que j'avais réellement envie de faire de ma vie. Donc là, j'ai eu le luxe de pouvoir me la poser et de prendre le temps d'expérimenter plein d'activités, dont l'achat-revente de sacs de luxe aux enchères dont tu parlais justement tout à l'heure. OK, super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire justement, à cette période-là, 2019-2020, au moment où tu décides on va dire, de plaquer ta situation de salarié, est-ce que tu peux nous dire, quel était le montant de ton salaire? Est-ce que tu avais de la pression justement, face à ça? Parce que souvent, j'ai l'impression quand on veut quitter un boulot salarié, la problématique, c'est forcément la finance, hein, puisque le risque passe par là et plus on a une maturité dans sa vie professionnelle, plus soit normalement on gagne de l'argent et plus c'est dur de faire le pas. Complètement, ouais, on s'enferme dans une fameuse cage dorée. Au moment où j'ai quitté mon poste, mon dernier poste en date chez KPMG, je gagnais 3 300 € net par mois après impôt. Donc j'avais une situation Ce très qui est très confortable, même confortable. en vivant à Paris. Enfin, je me posais pas la question de consommer ou pas consommer, je vivais ma vie. Donc la pression, oui et non. En fait, j'étais tellement mal dans mon job que j'étais vraiment prête à accepter une baisse drastique de mon salaire. Donc la pression, je l'avais pas par rapport à ça. Par contre, ce que j'ai fait avant de me lancer dans l'IMO, c'est que j'ai vraiment établi, tu vois, ligne par ligne mon budget, de quoi j'avais besoin au minimum pour vivre chaque mois, savoir continuer à payer mon loyer parisien, faire mes courses et 2 3 sorties. J'ai atterri sur un chiffre qui était 1 500 € et je me suis dit, ok, maintenant Camille, comment tu génères ces 1 500? Comment tu quittes ton job et tu génères ces 1 500? Et c'est là où je me suis dit, je pense que ma seule issue, en fait, c'est l'immobilier. Je vais pas pouvoir générer ces 1 500 en bourse ou autre parce que j'avais pas suffisamment d'effet de levier personnel pour pouvoir le faire. Et en fait, je me suis dit, ma seule porte de sortie, c'est l'immobilier. OK, donc déjà la première conclusion que je peux tirer de ça, c'est que, tu as clairement baissé tes ambitions, en matière de niveau de vie, clairement. Passer de 3 300 à 1 500, OK, donc tu as vraiment Ouais. rationalisé ça.
pour finalement en face, acheter un certain épanouissement personnel, une liberté, une flexibilité. C'est Complètement. ça qu'on cherche tous quand on veut arrêter de bosser et d'être salarié. OK. Alors parce qu'après on parlera peut-être qu'il y a des notions de fiscalité aussi, tout ça, donc tu vas nous expliquer aussi comment tu as pu, justement investir et comment tu as fait pour te lancer dans l'immobilier? À partir de quoi? Sur quelle base? Quelle typologie de bien tu es allé acheter? Tu avais quoi comme apport? Ouais, complètement. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de me lancer dans ce projet immobilier, je n'avais jamais fait d'immobilier. J'avais considéré à un moment donné acheter ma RP à Paris, ce qui avec le recul, à mon sens, est une mauvaise idée. Mais bon, c'est un autre débat. Donc j'avais aucune connaissance dans l'immobilier. Dans ma famille, autour de moi, tous les gens qui achetaient pour eux et pas pour investir. Donc cette idée d'immobilier sortait vraiment nulle part. En fait, ce qui s'est passé, je me rappelle, c'était un soir en décembre 2019. Je rentre chez moi du travail complètement exténuée. J'en pouvais vraiment plus à ce moment-là. Et j'étais vraiment dans l'optique de quitter mon job rapidement. Je m'étais fait une promesse. Je m'étais dit dans un an, je quitte mon job. Et je rentre chez moi, je suis très fatiguée et je m'étale sur le canapé, chose qui m'arrive rarement. J'allume la télé et je zappe sur BFM TV, chose qui m'arrive encore plus rarement. Et ce soir-là, je tombe sur l'interview d'un investisseur immobilier qui explique qu'il a plus ou moins le même parcours que moi, qui sort d'une école d'ingé, qu'il a fait ses 2 premières années dans le salariat et qu'en fait il déteste ce qu'il a fait. Et donc il a décidé de se lancer à son compte dans l'IMO et quelques années plus tard, il en vit et il en vit bien. Et en fait, il explique que lui, sa stratégie, c'est d'acheter des immeubles de rapport ou des maisons qu'il divise et qu'il transforme en immeubles de rapport pour faire derrière de la location courte durée. Et que c'est la stratégie immobilière la plus rentable. Et en fait, en écoutant ça, j'ai littéralement une sorte d'ampoule, tu vois, qui s'allume dans ma tête et je me dis, c'est ça que je vais faire. Donc cette personne, je prends son nom, etc. Je le cherche sur Google, je le contacte. Il s'avère que c'était un formateur. Il n'était pas pour rien sur BFM Télé ce soir-là. Et donc je le contacte et je lui demande de me former pour pouvoir me lancer dans l'immobilier. Et c'est comme ça que je vais commencer en fait. Je vais commencer ma formation en décembre 2019. 2 mois plus tard, je vais avoir visité mes premiers biens, je vais faire ma première offre, ma seule et unique. Non, j'ai fait 2 offres. 2 offres, dont une qui va être acceptée. Et ensuite, je me lance réellement dans l'aventure. Et à ce moment-là, donc, j'avais toujours mon CDI. J'ai bien entendu attendu que le projet IMO soit terminé pour quitter mon job. J'avais besoin de mon CDI pour négocier un emprunt. C'était une condition vraiment, enfin, je ne pouvais pas faire sans. Et à ce moment-là, combien j'ai mis d'apport dans mon projet? J'ai mis 12 500 euros d'apport en tout pour un projet à 200 000 euros, 202 000 euros. OK, donc très chouette, plutôt ouais, un apport plutôt faible, hein, on va dire, autour des 5 et là, bon, la banque te suit assez facilement Oui, parce que tu es salarié, donc il y a oui, pas de sujet. Ça, c'est l'avantage aussi de rester salarié pour faire ses oui. premiers projets. C'est toujours plus compliqué, si tu avais fait la bascule avant. Très chouette et c'est quoi alors ce bien? Est-ce qu'il y avait de travaux, pas de travaux? Ouais. Comment tu l'as appréhendé, ce premier investissement? J'ai vraiment suivi la stratégie de la bonne élève. J'ai fait tout ce que mon coach me disait de faire, donc j'ai vraiment suivi la formation. J'ai acheté une grande maison dans le nord de la France, dans une ville moyenne. Donc j'avais identifié les villes où acheter, ce qui n'étaient pas du tout des villes que je connaissais, mais qui étaient des villes avec un tas de critères rationnels qui faisaient qu'il y avait du potentiel et que c'était pas trop loin de chez moi. Donc j'ai acheté une grande maison de 135 mètres carrés sur 3 niveaux et je l'ai divisée en 5 lots, 3 studios et 2 T2. Donc 2 lots au rez-de-chaussée, 2 lots au premier étage et un grand lot sous les combles. Énormément de travaux, c'était une vieille maison qui était vraiment dans son jus. Donc le prix d'achat était très faible, j'ai payé cette maison 58 000 euros, il y avait 135 mètres carrés. Donc là en plus c'était une vente un peu particulière, c'était une maison en succession qui traînait depuis je crois bientôt 2 ans. Donc en fait les héritiers étaient juste pressés de la vente, donc il y a eu une grosse négociation de prix. Et par contre derrière j'ai injecté un maximum de travaux. Premièrement pour rénover la maison et deuxièmement pour pouvoir la diviser. Donc j'ai fait un emprunt travaux en tout de 130 000 euros. Bon, après j'avais pris une énorme marge, j'avais pris 30% de marge. Donc en réalité je dirais que j'ai dû faire en tout 110, 115 cas de travaux et il me reste dans la poche aujourd'hui je pense 10, 15 cas au cas où. Et vraiment, c'était l'objectif, faire un maximum de travaux pour ensuite pouvoir les déduire, les amortir en tant que charge et amoindrir mon revenu derrière et payer moins d'impôts. Ce delta de travaux, c'est un crédit qui court toujours, qui a pas été débloqué encore? Enfin, une enveloppe qui est toujours, Oui, débloquable complètement. Ouais, tout sur à ton fait. C'est crédit? une enveloppe qui est toujours débloquable OK. et que je garde au cas où, problème de toiture, tu vois, ou de façade. On sait jamais, je suis beaucoup dans la précaution, donc je fais très attention à garder ça. OK, bon, très bien. Il y a quoi du coup, comme typologie de locataires, de baux à l'intérieur? Comment tu Ouais. gères? Donc moi, je fais de la courte durée, donc je suis sur Airbnb et Booking. Et
Je me rappelle, quand je me suis lancée, tout le monde me disait: «Mais pourquoi tu vas dans le nord de la France? Il y aura personne, il y a pas de touristes et cetera». Sauf qu'en fait, on se rend pas forcément compte, mais le tourisme Airbnb, c'est pas que du tourisme de gens qui viennent visiter ta ville ou ta région. Il y a énormément de tourisme professionnel et moi, c'est principalement des pros. Il y a un grand CHU dans la ville où je suis, donc il y a beaucoup d'infirmières en déplacement. Il y a aussi des ouvriers qui viennent travailler sur des chantiers. Il y a des étudiants apprentis qui viennent 3 semaines tous les 2 mois. J'ai des comptables en formation. Enfin, j'ai énormément de professionnels divers et variés qui viennent dans mes appartements la semaine. Et le week-end, en effet, parfois j'ai un peu de touristes ou des mariages, des événements de famille, etc. OK, quand tu dis ville moyenne, c'est combien d'habitants à peu près? 60 000 habitants. OK, OK. Oui, donc il y a déjà quand même une certaine dynamique, quoi. 60 000 Oui, habitants, tu as quand même un peu de monde, déjà. OK, clairement, oui. OK. Bon, très bien, donc ça tourne aujourd'hui? Oui, ça tourne depuis 2 ans. Ça fera 2 ans dans 2 jours très exactement. J'ai commencé la location le 30 juin 2021. OK. Et là, est-ce que tu as du coup, on va dire, rempli tes objectifs justement de rente mensuelle? Tu étais à 1 500 € les objectifs. Alors 1 500 €, je ne sais pas si c'était brut ou si c'était net ou n voilà, mais Net. net, OK. Donc là, tu es à combien aujourd'hui? Et est-ce que tu peux nous ventiler justement tous, tes revenus bruts, tout ce que tu vas payer aussi en matière de conciergerie si tu Ouais, délègues par exemple ouais. et toutes les charges que tu peux avoir autour de ça? Et après l'imposition, moi j'imagine que tu es en LMNP donc aujourd'hui, l'investissement étant récent, tu as pas d'imposition. Oui. Mais sur le reste, tu peux nous ventiler? Complètement. Donc je vais te faire des moyennes puisque comme c'est de la courte durée, bah, ça dépend des mois. Il y a des mois très remplis, il y a des mois qui le sont moins. Grosso modo, en brut, je dois être aux alentours de 3 500 - 3 008 par mois en moyenne. Et en net, je suis aux alentours de 1 400 net par mois. Avec combien d'appart? 5 appartements. OK. Entre le brut et le net, il y a la conciergerie. On va pas se mentir. J'ai fait le choix de tout déléguer à une conciergerie, donc qui me prend 20% de mes revenus pour tout le travail de communication, nettoyage, etc. Derrière, il y a évidemment la taxe foncière. Et puis, il y a également bah, tout ce qui va être eau, électricité, internet, que pour le coup, je garde à ma charge et que je Bien ne sûr. ventile pas directement sur mes Électricité locataires. aussi qui est un gros poste. Exactement, ouais, ça j'ai bien senti la hausse l'année dernière. Et puis, bah, t'as les frais de comptable, t'as également l'achat des consommables, on n'y pense pas forcément, mais je réapprovisionne régulièrement mes appartements. Donc voilà, donc tout ça, ça constitue mes charges, qui constituent un gros poste, mais qui me permettent quand même de dégager 1 400 € net par mois. Quand j'ai commencé, il y a 2 ans, je dégageais un peu plus. Pourquoi? Parce que la hausse de l'électricité, qui a vraiment été impactante. Donc j'étais aux alentours de 1 500. Je dirais que ça me faisait peut-être 100 € de plus par mois à peu près en net. Et donc du coup, bah, ça m'a permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés pour quitter mon job. Donc comme tu l'as dit, c'est sûr que ça a été une baisse drastique de rémunération, mais ça me permettait d'avoir 1 500 € net dans ma poche et à côté de ça, bah, de retrouver l'entièreté de mon temps libre et donc de pouvoir réinvestir mon temps dans d'autres activités. Mais tu vois, c'est intéressant d'avoir cette transparence parce qu'au final, tu te rends compte qu'avec, 3 500-3 008, on va dire de revenus, par mois, bah, il en reste que 1 400 à la fin Ouais, et qu'en fait, si tu prévois pas vraiment tout ça, tous ces aléas, toutes ces charges fixes, mais aussi variables tout au long de ton investissement, bah, tu peux vite, te planter en fait et être un peu, floué par, justement ce suroptimisme en amont du ouais, projet, tu vois? complètement. Parce que là, tu es plutôt il te reste 40 du revenu, donc tu as quand même 60 on va dire de ton revenu qui s'en va dans les différentes charges. Exactement, C'est quand même conséquent. exactement. Donc c'est bien hein, que les gens aussi qui nous écoutent en soient conscients. Que souvent, moi, je le dis à des prospects ou à des clients, je leur dis: «Mais la courte durée, c'est pas l'eldorado». Parce que c'est l'eldorado si vous voulez vivre de ça, faire le ménage vous-même, vous occuper du linge, voilà, gérer les messages et cetera. Mais et là, oui, effectivement, quand tu commences à démultiplier les biens, tu peux vivre de ça sans aucun problème. Mais là, quand tu délègues tout, tu fais le choix, toi, de déléguer Oui, pour, j'imagine aussi, dédier ton temps à autre chose, tu vas nous en parler ouais. et ce temps aussi, tu le valorises autrement, j'imagine? C'est ça. Parce qu'en fait, au début, tu vois, quand j'ai commencé, j'avais pas de conciergerie, j'avais juste un indépendant pour le ménage et ça me coûtait beaucoup moins cher. Mais à côté de ça, je gardais quand même une certaine charge mentale pour gérer les aléas. Parce qu'au début aussi, j'étais vraiment dans la suroptimisation des revenus, etc. Aujourd'hui, en fait, j'ai plus besoin de mes appartements pour vivre parce que j'ai développé d'autres activités et ça fait bientôt plus de 6 mois que je pioche plus du tout dans les apparts. Donc en fait, j'ai fait le choix de peut-être payer plus cher une conciergerie, mais d'avoir 100% de tranquillité d'esprit et de me dire le truc tourne tout seul, il s'alimente et il me constitue un fonds d'épargne, un fonds d'investissement, une poche de sécurité en cas de problème. Du coup, tu es toujours à l'MNP ou tu es LMP? Alors, je suis toujours à la MNP cette année, mais mon comptable m'a dit que ça allait changer pour l'année prochaine. Ah oui, sûrement, parce que si du coup tes autres revenus, Ouais, j'imagine que c'est des revenus qui sont soit, je sais pas, enfin tu nous expliqueras, mais peut-être tu es en personne morale ou je sais pas si c'est en entreprise individuelle ou enfin tu nous diras. Mais ouais. en fonction des typologies de revenus que tu as et oui, tu peux passer, vite en LMP. Là, ça va être un peu différent. Puis aussi, tu vas quand même vite te retrouver, je pense à en dehors de la fiscalité dans le sens où,
tu as quand même beaucoup de revenus parce que le travers de la location courte durée, c'est que ça gonfle artificiellement tes revenus, dans ce cadre-là, quoi, hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu même si tu as des charges à enlever et cetera, tu arrives vite à des plafonds, en fait et à des seuils, Ouais. Alors c'est pas mon cas parce que ça fait déjà du coup 3 ans que mes revenus sont négatifs. Donc je bénéficie, alors, je sais pas si exactement ça s'appelle un crédit d'impôt à titre de mes impôts sur le revenu, mais mes revenus pour le moment sont toujours négatifs. J'ai tellement de charges en fait à déduire. Enfin, il faut bien penser que j'ai des travaux de 115 000 euros à déduire, donc amortis sur les 5-10 ans. Et bah, pour le moment, en tout cas, je paye absolument pas d'impôts, au contraire. ouais, ouais, OK. Bon, ça très clair. Donc, est-ce que tu peux nous parler des autres activités Ouais, que tu as bien sûr. développées justement, grâce au temps, finalement que tu as gagné, hein, en étant plus salarié? C'est ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que 30 juin 2021, il y a 2 ans, je commence la location. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, j'ai plus grand-chose à faire puisque j'ai automatisé tous les messages. J'ai une personne qui s'occupe du nettoyage. Allez, à ce moment-là, ça me prend maximum 1 heure de temps par jour. Et encore, je pense qu'on est plus autour des 30-45 minutes. Et donc en fait, je me retrouve à plus avoir de job, à plus avoir besoin de gérer mes apparts et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Et ce sentiment-là, c'était vraiment un sentiment ultra puissant de liberté, tu vois, en fait, que j'ai jamais connu dans ma vie. Depuis que t'es tout petit, on t'envoie à la crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire, tu fais des études, tu commences ton job. En fait, à aucun moment, t'as le temps de te poser et de te dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Donc ça m'est arrivé ben, à mes 30 ans, 31 ans. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'ai une énorme porte ouverte devant moi, comment je vais l'utiliser? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, je vais tester plein d'activités pour voir ce qui me plaît plus, ce qui me plaît moins. Donc, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait de la figuration dans un film. J'ai donné des cours de français à des étrangers sur Internet. J'ai monté un blog sur le bien-être. J'ai monté un site sur un investissement financier. J'ai aidé une start-up américaine à monter une application avec de l'intelligence artificielle pour apprendre le français. Enfin, j'ai vraiment fait plein de trucs à droite à gauche. Il y a des trucs qui me plaisaient pas, il y a des trucs qui me plaisaient plus. J'essayais, tu vois, de piocher un petit peu. Ok, dans ce truc-là, j'aime bien faire ça, ça, ça. Par contre, j'aime pas ça. Bon, alors, next, qu'est-ce que je fais? Et j'ai essayé un peu de construire des activités qui me plaisaient de plus en plus. J'ai fait un bilan de compétences au milieu de tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé autour de moi à me rendre compte que quand je parlais de mon projet IMO, j'avais beaucoup de femmes, de ma famille, de mes amis, des amis d'amis, lors de dîners, de soirées ou autres, qui me posaient toujours les mêmes questions. Oh, mais c'est dingue ce que t'as fait, et puis toute seule, comment t'as fait pour trouver la ville, et puis comment t'as fait pour faire ci, oh, moi j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas, ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus, etc. Et en fait, je me suis dit, s'il y a autant de femmes autour de moi qui se posent ces questions-là, il y en a probablement plein que je ne connais pas, des femmes qui se posent les mêmes questions. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une communauté sur Instagram pour commencer à parler de mon parcours, montrer des photos de mes biens immobiliers, montrer les chiffres, partager aux gens en fait et leur faire se rendre compte que c'est possible. C'est comme ça que j'ai créé la communauté sur Instagram Elle Investit. Et de fil en aiguille, au début, franchement, j'y croyais pas du tout. En plus, je suis pas du tout réseaux sociaux de base. Et en fait, ça a pris. Et tu sais, quand les gens viennent te voir et te disent merci pour ton contenu, c'est top ce que tu partages, ben, ça m'a donné un sentiment. Enfin, je me sentais à ma place, je me sentais bien. Donc, bah, petit à petit, j'ai nourri la communauté. Et puis, j'ai fini par créer une formation immobilière pour aider les femmes à se lancer elles-mêmes dans l'immobilier. Donc ça a été toute première activité, on va dire, que j'ai lancée en juin de l'année dernière, donc il y a exactement 1 an. Et en parallèle, je continuais à m'instruire sur tout ce qui était investissement, éducation financière. Parce qu'en fait, avant de quitter mon job, j'étais vraiment, je pense, le stéréotype de la salariée, enfin, je sais pas si c'est le stéréotype, je gagnais bien ma vie, mais je n'investissais rien. Il y avait tout sur mon livret A et mon LDD, voilà, j'épargnais bien comme un petit écureuil, mais je ne faisais pas fructifier mon argent. Et à partir du moment, en fait, où j'ai quitté mon job, je me suis dit, ben, au-delà de créer d'autres revenus, il faut aussi que je les investisse plus intelligemment pour essayer d'en récupérer davantage. En fait, je gagne moins ma vie, mais je veux essayer de mieux investir pour essayer de tirer plus de bénéfices de ça. Donc, je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui était, enfin, j'ai beaucoup appris, compte type, PEA, etc., crypto, bref, j'ai diversifié un max. Et un beau jour, je cherchais une autre manière de diversifier. Et là, j'ai un ami de mon compagnon qui lui raconte qu'il investit dans des montres de luxe. Il achète des montres de luxe aux enchères, des montres vintage. Il les stocke dans des coffres à la banque et il les revend le moment venu quand les cours ont augmenté. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est génial cette idée, vraiment, j'ai pareil, ampoule dans la tête qui s'allume, je me dis, c'est génial, je veux faire la même chose, mais j'y connais rien aux montres et j'ai pas envie de prendre le temps de me former. Donc je réfléchis et je me dis, est-ce que je pourrais appliquer cette manière de faire à un autre produit? Et à ce moment-là, je me dis, bah, pourquoi pas les sacs de luxe? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, dans lequel j'ai un peu plus de connaissances, allons-y. Et c'est comme ça que je me suis lancée fin 2021 dans ma première enchère et où j'ai commencé à acheter des sacs de luxe aux enchères, donc des vieux sacs de luxe abîmés que je fais réparer et que je revends derrière en générant une plus-value.
Et de là, j'en ai parlé sur ma communauté parce que quand je fais un truc, j'en parle pour dire aux gens, je fais ça, j'essaye, on va voir si ça marche. Et ça a énormément suscité d'intérêt, surtout auprès de la communauté féminine, hein, je vais pas te mentir. Et de fil en aiguille, j'ai décidé, pareil, de lancer ma formation Start Enchères pour former les femmes à faire de l'achat-revente de sacs de luxe aux enchères. Et ça, c'est tout récent, j'ai fait ça au mois d'avril. Voilà pour mes différentes activités. OK. Alors il y a 2 sujets qui m'interpellent. Bon, les sacs, on va s'en parler, c'est certain. Je te l'ai dit, ça m'intéresse beaucoup. Le premier, c'est tu dis pour accompagner les femmes à investir dans l'immobilier. Ouais. En quoi l'accompagnement d'une femme est différent de l'accompagnement d'un homme? Alors, je dis pas que c'est différent. En gros, ce que je veux dire, c'est que moi-même, quand je me suis lancée dans l'immobilier, je me suis retrouvée, j'ai plus le pourcentage, pourtant je les ai fait, je me suis retrouvée dans un groupe de formés uniquement masculin. Et parfois, j'avais envie, besoin peut-être de m'identifier à un profil qui me ressemblait plus, qui pouvait partager des problématiques qui étaient similaires aux miennes. Je dis pas que les hommes et les femmes partagent des problématiques complètement différentes, je dis juste que quand tu te retrouves en tant que femme jeune à investir, t'es parfois confrontée à un regard de l'agent IMO, de l'artisan, etc., qui est un petit peu différent. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver un peu des modèles féminins qui avaient elles-mêmes investi dans l'immobilier. Et donc, je me suis dit, je veux absolument me positionner en tant que femme qui coach les femmes à investir en tant que femme dans l'immobilier. Vraiment quelque chose de dédié aux femmes pour qu'elles puissent trouver une image qui leur corresponde à travers moi. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je me suis fait la réflexion, tu vois, j'étais la semaine dernière, dans une réunion avec beaucoup d'investisseurs, qui sont des utilisateurs de Finari, de l'application Finari que j'aime beaucoup et du coup, on était, dans ce meet-up et donc je suis allé avec ma femme, hein, qui est quand même, très à l'aise avec le monde de l'investissement par rapport à tout ce qu'on fait depuis 15 ans. Mais du coup, c'était la seule, c'était la seule. Non, je mens, il y en avait une autre, mais on devait être 35-40 personnes, il y avait 2 femmes. 2 femmes. Tu vois? On s'est regardé, on s'est dit: «Mais c'est pas normal». Enfin, tu vois? C'est pas normal que ce soit aussi masculin. Alors pourquoi? Parce que c'est une appli, que c'est un peu geek, qu'en plus on parle d'investissement et que du coup, ça exclut naturellement les femmes. Non, je pense pas. Je pense pas que ça exclut naturellement les femmes, mais par contre, comme tu dis, je pense qu'effectivement, quand tu as une femme là-dedans au milieu de 40 mecs, elle se sent pas forcément à sa place. Et donc, c'est intéressant de peut-être, ouais, je trouve de créer une offre sur un accompagnement spécifique aux femmes, non pas parce qu'elles ont une façon différente d'investir, comme tu dis. Alors, elles ont une approche de l'argent qui est différente de celle des hommes, ça c'est certain. Et du risque aussi, de la culture du risque. Mais malgré tout, il y a quand même des exceptions partout. Mais peut-être qu'effectivement, ce sentiment communautaire de se dire, OK, on est entre femmes, c'est plus simple. On n'a pas aussi le jugement d'un mec, d'un énième macho qui peut être dans tel groupe ou tel groupe. Bah, tu vois, ça peut faciliter les échanges. Voilà. Donc, c'était pas une question piège, hein, c'était vraiment une question aussi, voilà, pour discuter et ouvrir le débat un peu là-dessus. Complètement. Sur les sacs à main, qui est un truc de femme, Ouais, ça, à la base, quand même. Hein, voilà. plutôt, on va pas se mentir. Voilà. Je sais pas si beaucoup de mecs vont prendre ta formation. Je suis désolé, mais déjà, tu te J'en ai coupes. eu un pour le Voilà. moment sur 80, donc bon, Voilà. Au final, ton business, tu te coupes quand même 50% de la population. Mais c'est vrai. voilà. Les sacs à main. Alors, tu disais, bon, les montres, tu connaissais pas grand-chose. Par contre, les sacs, tu connaissais un peu mieux le sujet. Mais tu connaissais un peu mieux le sujet en tant que consommatrice. Tout à fait, clairement en tant que consommatrice. En tout cas, je sais pas si le mot c'était je le connaissais plus ou plutôt ça m'intéressait plus, donc j'avais plus envie de prendre le temps de me former sur le sujet par rapport aux montres. Je pense que c'est plus ça. Je comprends. OK. Comment ça a démarré ça? Qu'est-ce que tu as acheté? Est-ce que tu as fait des erreurs au début? Alors j'ai regardé un petit peu ce que tu avais fait et j'avais été surpris d'ailleurs de toutes les rénovations que tu faisais sur les sacs, tu vois? Ouais. Je pensais que c'était plus une histoire d'aller-retour, tu vois? Tu achetais bien, tu avais le bon sourcing et tu revendais. Non, toi vraiment, en fait, tu fais comme de la rénovation de meubles, quoi, hein. Tu achètes, Oui, c'est ça. tu repimpes et tu revends, avec ta marge. Donc ça, c'est C'est cool. ça. Explique-nous le process sur le premier, par exemple. Ouais, le tout premier, donc ça a été un sac Chanel que j'ai acheté, je crois, en décembre 2021. En fait, moi, je suis une personne plutôt de l'action, tu vois. Il faut que j'apprenne un peu, que je fasse un peu de théorie, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que j'aurais pu, tu vois, bouquiner un maximum sur les sacs de luxe pendant 5 ans et me dire, c'est bon, je me sens prête, j'y vais. Non, là, je me suis renseignée pendant 2 semaines, j'ai regardé un peu les tendances en termes de marque, en termes de sacs, en termes de couleurs. Il y avait une enchère qui passait dans ma vie, je me suis dit, vas-y, j'y vais. J'y vais et on verra. Et du coup, j'ai passé plusieurs enchères. J'ai passé 4 enchères ce jour-là sur 4 sacs Chanel, si je me rappelle bien. Et sur les 4, j'en ai obtenu une seule, donc mon premier sac Chanel, que j'ai acheté. Je veux pas vraiment dire au doigt mouillé, parce que je suis quand même un peu raisonnable. Tu vois, j'avais fait un peu mes calculs, mais je vais pas te dire que j'avais fait un calcul méga savant qui m'a pris 1 heure, quoi. Je m'étais dit, ok, si je l'achète tant, je pense que j'ai à peu près tant de rénovation, je peux le revendre tant, allez, j'achète.
Et ça s'est passé comme ça. J'ai mis une enchère maximale. Il s'avère que sur ce sac, il n'y avait aucun enchérisseur. Et en fait, j'ai remporté le sac au prix le plus bas, le prix de départ. Voilà, donc ce sac, alors je crois que je l'ai acheté 700 euros, plus les frais d'adjudication, je devais être aux alentours de 810, 850, quelque chose comme ça. Alors, les enchères d'ailleurs, c'est en ligne, ces enchères? Tu les fais? Alors, il y a plusieurs types d'enchères. Il y a des enchères qui se déroulent uniquement physiquement, c'est-à-dire qu'il faut être dans la salle d'enchères et lever la main pour enchérir. Aujourd'hui, la plupart des enchères, c'est un mix entre salle et en ligne. C'est-à-dire que quasiment 95% des ventes aux enchères qui se déroulent en salle sont retransmises en direct. Donc moi, c'est ce type d'enchères auquel j'ai assisté. Mais le top du top, c'est de ne pas du tout assister à l'enchère et c'est plutôt de passer ton ordre d'achat en amont. Parce qu'en fait, assister à une vente aux enchères, c'est ultra prenant, quoi. T'as beau être joueur ou pas à la base, quand t'es dedans, que t'es lancé et que t'as un bon commissaire-priseur qui essaie de faire surenchérir les acheteurs, tu te retrouves parfois à acheter des objets beaucoup plus chers que ce que t'avais prévu. Donc moi, je mets vraiment en garde les gens, essayez de ne pas assister à la vente sur place. Ou alors juste une fois pour vous rendre compte de l'ambiance qui est un petit peu particulière, mais sans vraie volonté d'acheter. Ouais, le risque, c'est que l'émotion prenne le dessus et que tu te Complètement. fasses Exactement, vite ouais. embarquer. Enchères, est-ce que, comme dans l'immobilier, tu es obligé de te faire représenter par un avocat ou pas? Non, du tout, pas du tout. En tout cas, pas pour les enchères de ce type-là, peut-être que pour des enchères plus importantes, mais là, les enchères de sac, absolument pas. Tu y vas en tant que personne et puis tu enchéris sur ton sac. OK. Tu connaissais quand même le modèle du sac? Tu avais fait une petite recherche un peu avant quand même? Ouais, alors c'était un modèle vraiment atypique, il datait des années 80, donc c'était plus un modèle qu'on trouvait sur le marché aujourd'hui, c'était un modèle très classique à l'époque. Il n'y en avait pas énormément à vendre qui étaient exactement similaires en termes de forme et en termes de couleur. Donc j'avais fait, je te dis rapidement une recherche, j'avais fait un prix moyen de revente, je m'étais dit je pense que je peux le revendre ce prix-là. Je pense qu'il y en a pourtant de réparation, mais ça c'était vraiment je pense que, en vrai j'en savais rien. Tant que j'étais pas allée voir un artisan, j'en savais rien. Mais en fait je me suis dit ok j'ai un peu d'argent à investir, je suis prête à prendre le risque parce qu'il y a que comme ça que je vais apprendre. Et si j'ose pas me lancer maintenant, je le ferai jamais. En fait, si je recule toujours l'échéance de me lancer, en fait, je vais nourrir ma propre peur, tu vois. Donc, je me suis dit, j'y vais. C'était pas non plus un risque déraisonnable financièrement pour moi à l'époque. Est-ce que tu avais la porte de sortie déjà? Tu savais comment tu allais le commercialiser derrière? Pas du tout. Enfin, je savais que je pouvais le revendre sur des sites tels que Vestiaire.co, Collector Square, etc. En vrai, tu sais jamais si ton sac va se revendre. C'est toujours un risque. Normalement, si tu achètes les marques iconiques, intemporelles, les couleurs consensuelles et les modèles qui passent bien, t'es sûr de le revendre un jour. Mais parfois, ça peut être au bout de 2 jours, parfois, ça peut être au bout d'un an et peut-être plus. En fait, tu sais jamais vraiment. Il y a toujours une part de risque, bien sûr. Parce que ces sites-là, justement, Vestiaire Collective, Collector Square et cetera, eux, ils reprennent pas mal de commissions derrière pour authentifier aussi les sacs. Oui. Combien d'ailleurs? Ils prennent 20, 30, je sais plus, Alors, Vestiaire.co, c'est 18% et Collector Square, c'est 35%. Ah ouais, Ouais, 35%, donc 35%. tu 35% de ta marge, c'est pire que de la TVA sur marge ça. Alors ouais, mais en fait, pour autant, je suis très fan de Collector Square parce que, d'ailleurs, c'est avec eux que j'ai vendu le premier Chanel. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, probablement parce qu'ils ont une audience très large, notamment en Asie, mais ils arrivent à revendre les sacs beaucoup plus cher que sur les autres sites de seconde main. Donc certes, ils viennent te prendre 35% de ton chiffre, mais à côté de ça, ils te vendent ton sac vraiment plus cher. Donc au final, tu t'y retrouves par rapport à un Vestiaire.co qui te prend que 18%. OK, ouais, ouais, ça a du sens et donc OK, tu fais ce sac, ouais, je le vois là, hein, c'est pour Ouais. ça que je tourne un peu la tête des fois. Je regarde sur l'autre écran. Je regarde, c'est le petit sac rouge, c'est ça? Ouais, c'est le petit sac rouge, exactement, ouais. Ah bandoulière, OK. Tout à Non, fait. franchement, il est mignon en plus. Limite, j'ai envie de l'acheter. Mais c'est trop Trop tard, c'est tard, trop il est tard. déjà parti depuis très longtemps. Voilà, OK. C'est pas dur ça, parce que tu vois, moi, en tant que marchand de biens, souvent j'ai du mal à me séparer des biens parce que j'ai beaucoup d'affect dans ce que j'achète. J'achète pas des trucs tout pourris, moi j'aime bien acheter des trucs qui me plaisent, même si le but c'est de les revendre derrière. Est-ce que tu as pas du mal à te débarrasser de sacs qui te plaisent? Non, enfin, non, non du tout. Et c'est souvent une question que j'ai de la part de mes élèves. Mais si le sac me plaît trop et que je veux le garder? Oui, c'est une vraie question. En fait, moi, ces sacs, je suis très heureuse de les avoir, tu vois, de les gagner. Je suis heureuse de pouvoir les voir parce que ça me permet aussi d'avoir entre les mains plein de sacs de luxe qui passent chez moi, sacs que je ne pourrais pas acheter pour moi-même. Donc ça me permet de voir les différentes qualités de cuir, les formes, la précision des coutures, ce genre de choses. On a quand même des pièces qui sont magnifiques, notamment chez Hermès. Ça me fait plaisir de les voir, mais à partir du moment où je les ai entre les mains, je sais que c'est pas pour moi. Je sais que ça, c'est mon véhicule d'investissement, qu'il faut que je le revende en fait. Parce que sinon, je perds de l'argent. Et en fait, à chaque fois, je me dis juste, j'ai eu de la chance de tenir ce sac entre mes mains, d'avoir la possibilité de le voir, de le toucher, de l'apprécier. Mais ce sac, il est parti faire sa vie ailleurs avec quelqu'un d'autre et ça me rend très heureuse. Et peut-être qu'un jour, je déciderai moi-même de m'acheter l'un de ces sacs grâce à la plus-value que j'aurais générée et pas du tout en piochant dans mon argent à moi. Bah, bravo.
Je te dis vraiment bravo parce que parce que moi, j'arrive pas à faire ça. Alors pas avec les sacs évidemment, mais Ouais, j'arrive pas à faire ça avec l'art, j'arrive pas alors avec l'immobilier, je le fais parce que les sommes sont quand même un peu différentes, oui, donc on peut pas se permettre de tout garder, mais bon, même avec l'art, tu peux aller sur des sommes très importantes aussi. J'ai quand même du mal, j'ai quand même du mal. Même si le market timing est bon, même si je sais que c'est maintenant, c'est dur, voilà. ouais. Mais OK, alors Chanel, c'est bien. Tu parlais d'Hermès. Bon, moi, j'avais en tête effectivement, tu vois, le Birkin, le Kelly d'Hermès, voilà, des sacs un peu, comme ça iconiques. Alors déjà, est-ce que tu peux nous faire la marge moyenne? Je sais pas, tu as peut-être pas fait tes stats, mais la marge moyenne sur un sac que tu peux faire justement en le rénovant? Ça dépend énormément des sacs. Je peux te faire une moyenne, mais elle serait pas représentative parce que ça va énormément dépendre de à quel point le sac est abîmé. Et encore, j'ai envie de te dire que plus le sac est abîmé, plus tu fais les travaux à ta charge, plus tu te fais de la marge derrière. C'est un peu comme pour les maisons dans l'immobilier. Plus tu prends le risque d'acheter un peu pourri et abîmé, et plus tu prends les travaux à ta charge, plus tu te fais de marge derrière. Mais en vrai, c'est pas vrai, puisque j'ai acheté une petite pochette Dior comme neuve. Je l'ai achetée 287 €. J'ai fait 0 € de réparation. 5 jours plus tard, je la vendais 850. Ah ouais? Donc, Ah, c'est balèze. ouais. Donc, ça veut rien dire. Et là, récemment, tu vois, j'ai eu un Chanel, j'ai acheté un Chanel noir qui était censé bien se vendre, bien passer. Je pense que je vais faire 300 € de marge dessus, alors que je l'ai payé 1300. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend vraiment des sacs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'achète plus un sac pour faire moins de 500 € de plus-value. Je veux OK, plus donc m'embêter, en fait, à ouais, sourcer OK. le sac, à l'emmener chez le maroquinier, à faire les photos pour le revendre. Ça dépend aussi de ce que tu es prêt à mettre. L'un de mes sacs, c'était un Kelly de Hermès. J'ai mis plus de 2 000 € à la base et quasiment 3 000 en comptant les réparations. Derrière, j'ai fait 3 600 € de marge. Mais parce que j'avais mis un gros billet à l'entrée. Plus tu mets beaucoup à l'entrée, plus logiquement, tu récupères beaucoup à la sortie aussi. Bien sûr. Mais non, mais tu fais des belles marges quand même, effectivement, là, sur le Kelly, ouais, c'est quand même une belle marge, quasiment x2. Donc ça, Ouais, c'est cool. clairement, c'est ça, c'est un faux Ouais. deux, ouais. Alors moi, il y a une question qui me vient là à l'esprit, c'est la fiscalité sur tout ça. Ouais. Comment ça marche? Est-ce que tu es plutôt aujourd'hui dans la fiscalité, on va dire, de l'objet de seconde main et donc ça passe un peu sous les radars pour le moment? Ou est-ce qu'il y a une vraie professionnalisation à venir pour certaines personnes qui voudraient faire ça de manière plus pro, par exemple? Alors en fait, il y a deux types de ventes. Il y a vente vraiment occasionnelle en tant que particulier. Par exemple, je sais pas, toi, tu as ton sac chez toi, tu as un sac Vuitton que tu as depuis quelques temps. Tu t'en sers pas, tu veux le revendre. Bon, là, on estime que c'est de la vente particulière, donc t'es pas imposé. Si tu fais moins de 20 transactions par an et moins de 3 000 € de chiffre d'affaires. Au même titre que quand tu vends tes vêtements sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Par contre, si demain, tu veux acheter un sac tous les mois, le faire réparer, le revendre dans la foulée, là, c'est une vraie activité commerciale. Et auquel cas, c'est encadré. Donc après, tu peux l'encadrer avec une micro-entreprise, en activité commerce, achat-revente, ou alors directement avec une société. Ce qui, à mon sens, est peut-être plus intéressant avec une société parce que tu vas pouvoir vraiment déduire toutes tes charges. Et sur les sacs qui ont beaucoup de travaux, bah, ça peut être intéressant de les déduire. Oui, alors qu'en entreprise individuelle, tu vas être imposé sur ton chiffre d'affaires, C'est peu ça. importe, les charges et les coûts que tu as en face, quoi. C'est un peu la Exactement. Ouais. problématique, ouais. Ouais, C'est un tout peu à fait. un peu la problématique de l'auto-entrepreneur à l'entreprise individuelle. Tout à fait. OK. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir des tips, tu vois? J'aimerais bien avoir des tips sur, quoi acheter, quand revendre, voilà. Est-ce que tu peux nous donner, enfin, déjà me donner à moi personnellement, c'est très égoïste. Mais bon, comme le podcast est écouté, bah, d'autres personnes vont en profiter. Mais, sur justement, qu'est-ce que je peux acheter là? Si je veux acheter un sac, est-ce que c'est intéressant aussi, il y a 2 questions. Est-ce que c'est aussi intéressant que, par exemple, ma femme puisse le porter, quelques mois et le revendre derrière? Est-ce qu'il y a du sens à justement à conserver comme le vin, par exemple, ou pas? Alors, déjà, qu'est-ce que tu peux acheter? Moi, ce que je recommande fortement d'acheter, c'est les trois top marques, on va dire, sur le marché. Hermès, Chanel et Dior. Si je devais les classer, ce serait vraiment Hermès tout en haut, Chanel, bonne intemporelle, et Dior, certains modèles, notamment le Lady Dior. Vraiment ces trois marques-là. Pourquoi pas d'autres entre guillemets? Parce que ça reste des marques intemporelles, iconiques, connues internationalement et qui se revendent bien. Si on regarde le cours par exemple du Kelly ou du Birkin chez Hermès ou du 2,55 chez Chanel, ce sont des cours qui ont toujours augmenté. Et là, quand on voit les hausses de prix qui ont été faites par Chanel au cours des 2 dernières années sur les cuirs neufs, enfin, même moi, je me dis que j'aurais peut-être dû acheter un sac neuf en 2020, tu vois, pour le revendre aujourd'hui. Donc vraiment, ces trois marques-là, je recommande. Après, j'entends que quand on débute, on n'a pas forcément envie de mettre 500 € pour sa première enchère. Donc on peut très bien appliquer la même chose sur des petites pièces de maroquinerie, des petits porte-monnaies, des portefeuilles chez ces marques-là, ou même essayer de faire la même chose avec une autre marque, je sais pas, Prada, Fendi, Gucci, etc., où on peut trouver des sacs encore moins chers aux enchères.
Mais 500 €, je trouve ça light, moi, tu vois? Un Birkin, j'avais plus 20 000 € en tête. Ah oui, non, 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 je te parle pas d'Hermès, mais avec 500 €, tu peux réussir à enchérir sur un Dior facilement et sur certains Chanel aussi. Ah ouais? OK. Mais voilà, j'essaie de m'adapter aussi parce que ben, tout le monde n'a pas forcément 500 € à mettre pour une première fois. Ça peut représenter Oui, une certaine somme c'est pour vrai. d'autres, quand d'autres vont être prêts à mettre 2 000 € sur le premier sac. En tout cas, si les gens veulent commencer les enchères en commençant petit, c'est possible de démarrer à 150, 200 €. Le petit sac Dior que j'ai acheté, je l'ai payé 287 €. Donc, ça reste une première somme que tu peux, je pense, mettre pour les enchères. Donc, moi, je te conseille ces 3 marques-là. Surtout, en tout cas, c'est mon point de vue, je te conseille pas d'acheter neuf pour revendre derrière. Je te conseille toujours d'acheter aux enchères, sauf modèles très spécifiques de chez Hermès, Birkin, Kering qui sont en liste d'attente. Mais dans ce cas-là, il faut que tu les revendes immédiatement. Pourquoi? Parce que quasiment n'importe quel sac porté, une fois qu'il sort de la boutique, il perd un certain pourcentage de sa valeur, quoi qu'il en soit. Donc, il faut pas t'attendre à pouvoir le revendre tout de suite plus cher. Dans ce cas-là, soit il s'agit d'une édition particulière, ou d'un partenariat avec un grand couturier ou autre, je ne sais quoi, que tu vas peut-être pouvoir revendre. Mais dans ce cas-là, si tu l'achètes neuf, autant te faire plaisir, tu le portes. Si tu arrives à le revendre en faisant une petite moins-value dans quelques années, tant mieux pour toi. Mais je pense que tu as peu de chances de pouvoir faire une plus-value après l'avoir porté dans quelques années. C'est la raison pour laquelle moi je recommande vraiment, pour pouvoir générer des revenus, de s'intéresser aux enchères. Parce qu'on a des sacs qui peuvent avoir, dans le meilleur des cas, 20 ans, mais sinon 30, 40, 50, 70 ans qui sont aux enchères, qui sont laissés dans des placards depuis X années, qui du coup ont complètement perdu de la valeur, et en fait en les rénovant, tu les réintroduis sur le marché, tu réintroduis parfois des sacs, des cuirs qui n'existent plus aujourd'hui, donc si une acheteuse elle le veut, elle est obligée de l'acheter sur la seconde main. Et en réintroduisant cet objet que tu as payé peu cher et que tu as fait rénover, tu génères une plus-value. Ouais, on est vraiment dans le cadre du marchand de biens, quoi, effectivement. Tu achètes Oui, un produit un peu pourri, tu rénoves, tu crées de la valeur, en fait. Alors que sur le marché, comme tu dis, du Birkin, du Kelly, qui sont des sacs qui se font toujours aujourd'hui, que tu peux acheter neuf, on est plus sur le domaine de la spéculation. Et en fait, tu joues oui, sur la rareté de la chose, les listes d'attente, les clients privilégiés, etc. complètement, exactement. Ok. Et alors, sur Chanel, par exemple, c'est quoi les modèles iconiques qui se vendent très bien? Ouais, évidemment, tu vas avoir le Timeless, le 255, le Boy se vendent très très bien. Et puis, tu vas avoir tous les anciens modèles de chez Chanel qui sont qualifiés de classique Chanel, donc c'est plus ou moins l'ancêtre du Timeless, notamment le petit sac rouge que j'ai acheté, le tout premier. T'en as beaucoup en ce moment qui passent de Chanel qui datent du début des années 80 jusqu'au début des années 90. Toute cette période-là où tu vas avoir plein de petits sacs classiques qui ont du coup entre 30 à 40 ans, mais qui se portent toujours aujourd'hui parce que Chanel, on est sur quelque chose de super intemporel. Donc ton sac, il a beau avoir 40 ans, à l'époque, il était déjà noir, beige ou marine. Aujourd'hui, ses couleurs se reportent très bien, même 40 ans plus tard. C'est qui la typologie d'artisan qui te rénove ce genre de sac à main? Donc moi j'habite à Paris, donc j'ai bon la chance d'avoir beaucoup d'artisans à Paris, mais malgré tout il y en a ailleurs en France et il y en a pas que dans les grandes villes non plus. Aujourd'hui j'ai fait appel à 3 artisans principaux. J'ai testé un peu les différents artisans. Il y en a vraiment un avec qui en qui j'ai toute confiance et c'est un ancien de la maison Hermès. Et d'ailleurs c'est le service après-vente de la maison Hermès à demi-mot qui m'a envoyé chez lui parce qu'il voulait pas réparer le fameux Kelly en crocodile que j'avais. Il était trop vieux, il y avait plus rien à faire selon eux. J'ai quand même insisté pour leur demander un nom d'artisan et officieusement, ils m'ont dit que je pouvais m'adresser à cette personne qui était un ancien de leur atelier. Et donc lui, il fait que des sacs. Lui, il fait que des sacs, Ok. de la réparation de sacs. Ouais, bon, effectivement, dans les plus petites villes, c'est peut-être plus compliqué à trouver. Alors oui et non, aujourd'hui moi j'ai établi une liste, un annuaire de plein d'artisans dans les villes en France. Alors je te dis pas dans une ville de 15 000 habitants il va y en avoir, mais il y en a vraiment dans chaque région en France et le but c'est que chaque personne puisse au moins trouver un artisan à moins de 45 minutes de chez elle. Ok. Bon, alors tu disais effectivement qu'on peut commencer avec quelques centaines d'euros, Ouais. mais jusqu'où on peut aller pour faire aussi des gros coups si on a bien les moyens? Avec les Hermès, Kelly et Birkin, tu sais jamais jusqu'où ça peut aller. De manière générale, aux enchères, il y a des Hermès et Birkin, des Kelly et Birkin qui passent, qui sont assez classiques en cuir box, donc le cuir très classique. Si le sac est en bon état, mais ça vaut pas le coup de l'acheter en bon état, ça peut monter à 8, 9, 10 000 euros. Si le sac est en mauvais état, tu peux potentiellement, le dernier en date que j'ai vu, le moins cher était à 1 500 euros. Donc là, tu te fais un peu de réparation et derrière, tu peux le revendre 4, 5, 6 000 euros. Mais tu peux tomber aux enchères sur des sacs Kelly, Birkin en cuir croco, alligator, une couleur super spéciale et là ça peut clairement s'envoler. J'ai assisté il y a quelques mois, enfin quelques semaines plutôt à une vente crédit municipal à Paris. Il y avait un Birkin, non c'était un Kelly en cuir d'autruche. Il était orange et il s'est envolé, si je dis pas de bêtises, à plus de 20 000 euros. Après, il était en super état.
Mais tu vois, t'as vraiment tout type de prix. En tout cas, spécifiquement chez Hermès. Je dirais que les prix ont moins tendance à s'envoler chez Chanel et encore moins dans les autres marques, Dior, Vuitton, Gucci, etc. OK. Oui, d'ailleurs, Vuitton, on en a pas trop parlé, mais comment on peut qualifier au niveau des sacs sur le marché? C'est plutôt, on va dire le pauvre du luxe, le luxe du pauvre? J'ai l'impression que sur les sacs à main, c'est bon, tu en vois un peu beaucoup, quoi. Alors, je donnerai pas d'avis de valeur, mais par contre, en tout cas, en tant qu'investisseur, moi, je recommande pas d'aller sur du Vuitton. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup sur le marché et en fait, il y a peu de plus-value à se faire. Ce que j'ai remarqué, c'est que les prix de départ aux enchères, ils sont quasiment similaires aux prix sur Vestiaire.co. Donc, si c'est pour acheter pour toi-même, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller acheter ton sac Louis Vuitton aux enchères. Mais si tu achètes pour revendre, tu vas pas faire de plus-value. Tu vas faire 50 € de plus-value pour y avoir passé 3 heures de ton temps, c'est pas la peine. Et quand tu achètes aux enchères, tu as une authenticité ou pas? Alors, c'est une excellente question. Pas toujours, en tout cas pas officiellement. Il y a deux cas de figure. Quand tu achètes ton sac aux enchères, c'est la maison d'enchères qui se porte garante de l'authenticité du produit. Donc si jamais tu t'aperçois qu'il s'agit d'un faux, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des faux aux enchères, normalement tu peux te retourner contre la maison. Donc c'est le ou la commissaire-priseur en fait qui garantit en tant que responsable de la maison d'enchères l'authenticité du produit. Par contre, pour certaines ventes spécifiques où il n'y a que des sacs, les maisons d'enchères font souvent intervenir des experts indépendants qui viennent certifier les sacs. Donc dans ce cas de figure, quand tu achètes ton sac, tu as le certificat d'authenticité qui vient avec et là tu es protégé puisqu'on a vraiment des experts qui sont spécialisés en maroquinerie. OK. Pour la revente, en dehors de Collector Square et cetera et autres, est-ce qu'il y a, tu penses, un moyen quand même de pouvoir vendre en direct ou c'est dangereux? Alors moi je privilégie la vente en direct, notamment parce que pour Hermès en tout cas j'ai une contact qui achète pour elle et pour les proches autour d'elle, donc maintenant je passe toujours par elle. Et il m'est aussi arrivé de vendre un sac, un Dior sur Vinted, donc sans commission. Par contre, moi je recommande la vente en direct parce que c'est vrai que bah tu t'empêches les 18 voire 35% de commission, donc ça te fait beaucoup plus de plus-value dans la poche. Par contre, si tu vends en direct, première chose, tu n'expédies pas, il n'y a pas d'expédition parce que pas d'assurance, pas de garantie, etc. Et sur Vinted, j'avais déjà pas mal vu dans les forums des vendeuses qui avaient expédié des sacs de luxe. Et l'acheteuse, une fois qu'elle le reçoit, fait croire à Vinted qu'il s'agit d'un faux. Elle prend un faux certificat qui certifie qu'il s'agit d'un faux. Et Vinted, dans la plupart des cas, prend la défense de l'acheteuse. Donc en fait, tu ne revois ni ton sac et tu ne vois jamais ton argent. Donc surtout en vente directe, que de la remise en main propre. Et de la même manière, on ne se fait pas payer avec un chèque. Si la personne nous paye avec un virement, il faut que ce soit instantané. Si la personne nous paye avec du cash, il faut qu'on la voie sortir le cash du distributeur pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de faux argent, mais bien de vrai argent. Donc voilà, il y a des petites choses à mettre en place pour s'assurer de la sécurité de la transaction. OK, bon, très, très clair Camille. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Moi, ça m'a ouvert pas mal l'esprit sur les sacs. Je sens que j'ai traîné sur Collector Square, pour voir un petit peu le marché sur Vestiaire Collective, et sur les enchères évidemment, pourquoi pas. Ça peut être chouette et il suffit juste que je trouve un peu le temps de Ouais. le faire, voilà. Mais bon, très, très chouette. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur, tous ces sujets de sacs de luxe notamment ou, d'autres sujets que tu as envie de partager avant qu'on se quitte? Ouais, la seule chose que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, c'est faites les choses avec plaisir, quoi. Mettez du fun dans votre vie et même quand vous faites des investissements ou autres, il faut que vous preniez plaisir à les faire. Moi, je vois quand je me suis lancée dans cette activité d'achat-revente, j'adore faire ce que je fais, j'adore aller traîner dans les enchères, j'adore voir les sacs, etc. Et le fait de kiffer autant, j'ai l'impression aussi que ça m'apporte des opportunités, tu vois. Je le fais pas simplement pour gagner de l'argent, je le fais avant tout parce que ça m'intéresse. Je pourrais presque dire presque que ça me passionne, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Donc vraiment, mettez du fun dans vos vies, donnez-vous envie de vous lever le matin, c'est super important. Et je le dis en connaissance de cause, j'ai fait un job pendant 7 ans qui ne me plaisait absolument pas, où j'avais la boule tous les matins et je n'y retournerai pour absolument rien au monde. Je suis super contente de la situation que je me suis créée. La passion comme moteur, je pense Ouais, qu'effectivement, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Camille. On peut te retrouver sur Instagram. Ton pseudo, c'est l.investi avec un oui. T, hein, parce qu'on connaît tous le Becherel par cœur, évidemment. Heu, je le précise. Voilà, donc tu partages effectivement ton quotidien. Il faudra que tu m'expliques comment tu fais pour avoir autant de followers avec une page aussi récente parce que putain, moi je galère alors que, tu vois, j'ai quand même acheté, enfin, je sais pas, je passe 25 fois chez le notaire par an, tu vois? Ouais, Et donc j'en ai des trucs à partager. J'en ouais, j'en et j'en partage, on a le podcast, on a plein de trucs, on fait des ouais. events et putain, c'est poussif, hein, c'est dur. Ouais, je Donc comprends. Ben, ouais, si tu as des tips, je sais pas, non, faut nous les je donner. sais pas, en vrai, j'ai pas de secret, je sais pas,
Peut-être encore une fois, je suis une des rares femmes à faire de l'IMO et à le partager. Donc je pense que je suis dans un marché où il y a moins de concurrents, donc forcément, enfin, c'est la seule explication que j'ai. Bon, ça me va, ça me rassure. Merci encore Camille. Écoute, je te souhaite plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. En tout cas, tu es une fille pleine de projets, pleine d'envie, pleine d'entrain. Donc, c'est super aussi de suivre tes aventures. À très bientôt, peut-être par-ci ou par-là. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, à vous qui nous écoutez, sur le parcours inspirant de Camille et aussi son expertise des sacs à main. Je sais que l'épisode intéressera beaucoup moins que quand je vous parle de gros sous sur l'immobilier et tout ça, ou de problématiques immobilières. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et partagé l'épisode autour de vous. Alors surtout aux femmes autour de vous d'ailleurs, puisqu'on a parlé beaucoup de femmes et de sujets féminins aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à partager plus largement, bien sûr, sur vos réseaux sociaux aussi, à laisser des avis et du feedback à Camille et à nous aussi de votre côté. Merci beaucoup. À dimanche pour une capsule certainement en solo ou en duo. Et à très vite. Ciao, ciao. Merci Julien. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.